Et si la renaissance africaine dépendait vraiment de nous et non des promesses venues d'ailleurs? Imaginez un instant, le Libéria, longtemps symbole de l'alliance entre l'Afrique et l'Occident, vient d'opérer un geste inattendu. Plutôt que de se rendre, comme à l'accoutumée, à Washington, Monrovia a décidé de prendre la route d'Ouagadougou au Burkina Faso. Ce choix, loin d'être anodin, pourrait bien annoncer une ère nouvelle, non seulement pour le Libéria, mais pour l'ensemble du continent africain. Ce déplacement n'est pas un simple acte protocolaire. Il s'agit d'un signal fort, une rupture avec des habitudes diplomatiques enracinées depuis des générations. Le Libéria annonce ainsi que la solution aux défis africains ne viendra plus systématiquement de l'extérieur. En tendant la main au Burkina Faso, il ne cherche pas simplement un nouvel allié. Il proclame une volonté de repenser la souveraineté africaine, de briser la dépendance envers l'Occident et de réinventer l'avenir sur des bases plus authentiques. Pendant des décennies, le destin du continent semblait se jouer dans les couloirs de Washington ou de Paris. Les grandes décisions, les aides vitales, les orientations stratégiques étaient souvent dictées à des milliers de kilomètres des réalités africaines. Mais ce choix du Libéria, jadis considéré comme le pilier de la diplomatie américaine en Afrique, sonne comme un appel. Et si la dignité et la puissance passaient enfin par l'union des nations africaines? L'enjeu dépasse largement la sphère politique. Continuer à dépendre de l'étranger, c'est condamner la jeunesse à l'attente, à la précarité et à l'exil. C'est aussi accepter de voir se répéter les mêmes erreurs décennie après décennie. Saisir cette chance de changement, c'est permettre à une génération entière de reprendre la main, de bâtir une Afrique maîtresse de son avenir, fière de ses racines et ambitieuse dans ses choix. Mais pourquoi ce choix singulier du Libéria et pourquoi maintenant? Pour comprendre la portée de ce geste, il faut remonter aux origines du pays et observer le contexte brûlant de l'année 2025. Le Libéria, c'est d'abord une histoire unique, forgée au XIXe siècle. Né d'un rêve américain, il est fondé par d'anciens esclaves venus d'Amérique, installés sur la côte ouest africaine avec l'appui direct de Washington. D'emblée, le pays calque ses institutions, sa monnaie, son drapeau sur le modèle américain. Cette fidélité à l'Occident nourrit l'espoir d'une terre de liberté et de prospérité, à l'image du rêve américain. Pendant des décennies, cet ancrage occidental fait de Monrovia une passerelle privilégiée entre l'Afrique et les grandes puissances, mais ce lien exclusif finit par étouffer le pays. Tourné vers l'extérieur, le Libéria délaisse son développement intérieur. Les promesses de croissance et de modernité s'envolent. Elles ne pénètrent jamais vraiment dans la vie quotidienne. Ce phénomène n'est pas unique au Libéria. Il rappelle l'histoire de nombreux pays africains qui, après l'indépendance, ont préféré s'aligner sur l'un ou l'autre des grands blocs mondiaux au détriment de leur propre développement. Par exemple, la République démocratique du Congo, riche en ressources, a longtemps été ballottée entre influences étrangères, sans jamais parvenir à transformer cette richesse en bien-être pour sa population. Aujourd'hui, plus de la moitié des Libériens ont moins de 25 ans. Pour cette jeunesse, l'écart entre l'idéal hérité, paix, stabilité, progrès, et la réalité est immense. Tandis que leurs parents misaient sur l'Occident, eux découvrent au quotidien le chômage, les infrastructures délabrées, l'absence de perspective et l'exil de leurs amis vers des horizons incertains. Cette réalité n'est pas propre au Libéria. On la retrouve à Lagos, à Dakar, à Kinshasa, où des milliers de jeunes rêvent d'une vie meilleure, parfois au péril de leur vie en traversant la Méditerranée. Les politiques dictées de l'extérieur, calquées sur des modèles étrangers, échouent à créer des emplois, à garantir l'accès à l'eau potable, à l'électricité ou à l'éducation. Face à la désillusion, attendre un salut venu d'ailleurs ne fait qu'aggraver la frustration. Chaque année perdue dans l'attente d'un miracle extérieur, c'est un peu plus de rêves qui s'effacent. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'attente d'investissements étrangers s'est souvent traduite par des promesses non tenues et une dépendance accrue au cacao brut, sans transformation locale et sans réelle valeur ajoutée. Rester dépendant, c'est accepter la stagnation et voir s'effriter la dignité collective. Pourtant, tout bascule soudain. Alors que le Libéria semblait condamné à répéter l'histoire, une inspiration inattendue surgit, venue non pas d'Occident, mais du Burkina Faso, un voisin africain. Ce choc va remettre en question tous les équilibres. En 2025, le Libéria choisit de tourner le dos à ses alliances traditionnelles et de se rapprocher de l'Afrique francophone. Ce rapprochement fait écho à d'autres bouleversements historiques, comme lorsque l'Inde, après son indépendance, a choisi la voie du non-alignement, refusant de s'enfermer dans des alliances imposées. Et si la survie du Burkina Faso n'était pas un miracle, mais la preuve que la dignité se construit de l'intérieur? Depuis quelques années,
Ce pays offre un exemple inattendu de courage collectif, loin des projecteurs occidentaux et des solutions importées à coups de promesses creuses. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Burkina Faso a pris un pari audacieux, refuser l'assistance militaire étrangère et miser sur ses propres forces. Cette décision, longtemps jugée irréaliste, a marqué une rupture profonde. Plutôt que de se tourner vers Paris, Washington ou les partenaires régionaux, le pays a mobilisé sa population, appelant chaque citoyen à participer à l'effort de guerre. Ce n'est pas sans rappeler la résistance vietnamienne face aux États-Unis dans les années 60 où la mobilisation populaire a fait la différence face à une puissance extérieure. Mais comment financer une lutte contre des groupes armés sans le soutien d'une grande puissance? Là encore, le Burkina Faso a surpris. Avec le fonds de soutien patriotique, chaque Burkinabé, du plus humble au plus fortuné, a été invité à contribuer selon ses moyens. Pièce après pièce, ce fonds a permis de démontrer que la solidarité locale peut surpasser tous les crédits imposés de l'extérieur. Ce modèle rappelle la guerre du peuple menée par la Chine dans les années 40, où chaque citoyen participait à l'effort national. Le résultat est saisissant. En moins de 2 ans, environ 7 personnes sur 10 vivant dans les territoires jadis contrôlés par les insurgés ont pu rentrer chez elles. Ce succès ne relève pas du miracle ni de l'aide internationale, mais de la volonté farouche du peuple à reprendre son destin en main. Jeunes, femmes, anciens, tous ont retrouvé une fierté qu'on croyait perdue. Ce renouveau est comparable à celui de la Corée du Sud après la guerre, où la mobilisation nationale a permis de transformer un pays ruiné en puissance industrielle. Cette renaissance dépasse de loin le seul domaine militaire. Elle a redonné confiance à tout un peuple, désormais convaincu qu'il peut choisir son avenir, que sécurité et développement sont des conquêtes locales. Chaque victoire, chaque village libéré, chaque don au fonds patriotique écrit un récit nouveau où l'honneur ne se mendie plus à l'étranger. Ce type de mobilisation populaire s'est vu aussi en Éthiopie, lors de la construction du barrage de la Renaissance, financé en grande partie par l'épargne nationale. Ignorer de tels modèles, c'est entretenir le mythe de l'impuissance africaine. Mais s'en inspirer, c'est ouvrir la voie à une ère nouvelle où chaque nation ose inventer ses propres réponses sans attendre des ordres venus d'ailleurs. Cela rappelle le mouvement sankariste des années 80, lorsque Thomas Sankara prônait l'autosuffisance alimentaire et la fierté nationale. Mais pourquoi ce modèle burkinabé fascine-t-il désormais le Libéria, longtemps fidèle à ses alliés occidentaux? C'est l'histoire d'un basculement inattendu, déclenché par une crise qui a tout changé. Et si l'Afrique choisissait de miser sur ses propres ressources, de forger ses propres alliances, sans attendre le feu vert des puissances étrangères? Que se passerait-il si les décisions cruciales pour l'avenir du continent étaient enfin prises ici, entre Africains, au service de leurs intérêts? Cette idée, longtemps reléguée au rang de rêve, prend aujourd'hui corps sous nos yeux à la faveur de nouvelles alliances et d'une conscience collective en pleine maturation. Dans la région du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont franchi un seuil inédit en créant l'Alliance des États du Sahel. Ce pacte, d'abord conçu pour la défense, devient peu à peu une force géopolitique et économique. Ensemble, ces pays veulent exploiter l'or, l'uranium, le pétrole, ainsi que des millions d'hectares de terres fertiles. Mais désormais, il n'est plus question d'agir en ordre dispersé, ni de brader ces richesses aux plus offrants. L'heure est venue de mutualiser les moyens, de renforcer le poids africain sur les marchés mondiaux et de négocier d'égal à égal avec les puissances. Ce type de coopération rappelle ce qui s'est fait en Asie du Sud-Est avec l'ASEAN, où des pays jadis divisés ont su unir leurs forces économiques et politiques pour peser davantage sur la scène internationale. Autour de cette dynamique, d'autres États africains commencent à se mobiliser. Le Libéria, longtemps tourné vers l'Occident, n'est plus seulement spectateur. Il propose d'ouvrir ses ports à ses voisins sahéliens, esquissant un corridor économique inédit à travers l'Afrique de l'Ouest. L'enjeu est immense. Ce corridor pourrait générer chaque année plus de 15 milliards de dollars, offrant ainsi des perspectives de croissance et d'emploi à une échelle inédite pour le continent. Pour donner un exemple concret, imaginez des wagons transportant des marchandises du Niger jusqu'à Monrovia, créant une chaîne logistique qui dynamise le commerce régional. De telles initiatives sont comparables à la construction du chemin de fer transcontinental aux États-Unis au XIXe siècle, qui a transformé l'économie du pays. Au centre de cette transformation, un objectif s'impose, passer de la logique de survie à celle de la stratégie. Cela implique de transformer localement les matières premières, de bâtir une chaîne de valeur industrielle purement africaine et surtout de capter la richesse sur place. Plus question d'exporter du coton ou du minerai brut sans valeur ajoutée.
Le rêve, c'est de bâtir des usines, de former des ingénieurs, de créer des emplois dignes pour toute une jeunesse avide de changement. Prenons l'exemple du cacao. La Côte d'Ivoire et le Ghana produisent ensemble près de 2 tiers du cacao mondial, mais la grande majorité est exportée à l'état brut. Si ces deux pays décidaient d'eux de transformer localement la moitié de leur production, ils pourraient en générer des centaines de milliers d'emplois et doubler la valeur de leurs exportations. Le défi est colossal. Si cette chance historique n'est pas saisie, l'Afrique risque de rester prisonnière d'une économie de rente, soumise aux aléas des marchés mondiaux. Mais en prenant ce virage, le continent pourrait devenir un pôle d'échange, d'innovation et, pourquoi pas, une nouvelle puissance industrielle. Le Japon, après la Seconde Guerre mondiale, a su miser sur la transformation locale et la montée en gamme de son industrie, devenant ainsi une puissance mondiale. Cependant, la souveraineté africaine ne se limite pas à la sécurité ou à l'économie. Elle commence par l'indépendance financière et, surtout, la confiance en soi. Sans ces fondations, aucune alliance, aucun projet ne pourra vraiment aboutir. À travers le monde, l'exemple de Singapour montre qu'un petit territoire, lorsqu'il prend le contrôle de ses finances et ose investir dans l'éducation et l'innovation, peut transformer son destin. Mais le pari de l'autonomie ne va pas sans résistance ni danger. Entre pression extérieure et obstacles internes, la route reste semée d'embûches. De nombreux pays asiatiques ont affronté des crises de dette dans les années 90, mais ceux qui ont su renforcer leur autonomie monétaire et leur gouvernance s'en sont sortis plus forts. La véritable liberté commence-t-elle lorsque l'on maîtrise sa monnaie et ses investissements? Cette interrogation, autrefois marginale, devient aujourd'hui centrale dans le débat africain. L'exemple du Rwanda, qui a développé ses propres institutions financières et misé sur l'épargne locale, montre que c'est possible. Au Libéria, la réflexion dépasse la diplomatie classique. Il ne s'agit plus simplement de négocier, mais de rompre avec une dépendance séculaire au billet vert. Le pays explore désormais des options africaines, solliciter des banques régionales, mobiliser la diaspora, s'associer à des fonds souverains du continent. Ce n'est pas un simple montage financier, mais une révolution mentale. Pourquoi ce virage? Parce que les prêts étrangers, venus des puissances mondiales, n'arrivent jamais sans condition. Chaque centime accordé restreint la marge de manœuvre, gonfle la dette et ancre le pays dans une position de faiblesse. Cette mécanique bien huilée laisse des traces sur plusieurs générations. L'Argentine, par exemple, a longtemps été piégée dans un cycle de dette et de conditionnalité imposé par le FMI, limitant sa souveraineté économique. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Les jeunes, qui forment la majorité, perçoivent cette évolution comme une reconquête de leur dignité. Pour eux, l'indépendance économique ne se résume pas à des pourcentages, c'est la possibilité de bâtir leur avenir sans dépendre des décisions d'autrui. Dans de nombreux pays africains, on observe l'émergence de start-up, de coopératives, de jeunes entrepreneurs qui refusent d'attendre l'aide extérieure et créent eux-mêmes des solutions locales, comme en témoigne la Silicon Savannah au Kenya. Dans les rues de Monrovia, le vent tourne. Des manifestations inédites rassemblent des milliers de personnes, tous âges confondus. On ne revendique pas seulement plus de pain ou de lumière, mais le droit de rester, d'investir, d'innover ici même. Ce sursaut collectif annonce le réveil d'une Afrique qui ne s'enfuit plus, mais qui construit. Des scènes similaires ont été vues à Tunis lors du printemps arabe, où la jeunesse exigeait un avenir à bâtir chez elle, pas ailleurs, car rester sous tutelle financière, c'est accepter l'impuissance politique. Inversement, retrouver son autonomie, c'est s'autoriser à rêver, à agir, à imposer ses propres priorités. Au Maroc, l'investissement dans l'énergie solaire a montré qu'un pays pouvait miser sur ses ressources et réduire sa dépendance vis-à-vis de l'étranger. C'est dans cette effervescence que le Libéria décide de bouleverser ses alliances, en se tournant vers le Burkina Faso. Ce choix inattendu annonce une nouvelle ère pour toute la région. Il invite à un changement de paradigme où l'Afrique cesse d'être un terrain de jeu pour les puissances extérieures afin de devenir un acteur central de son propre destin. Le géant africain s'est éveillé. Désormais, il ne s'agit plus de se demander si l'Afrique peut maîtriser son destin, mais qui osera s'engager pour la construire ici et maintenant. Cette question qui semblait utopique il y a encore une décennie devient aujourd'hui une réalité palpable. Des universités africaines créent des programmes d'ingénierie de pointe, des laboratoires innovent dans l'agriculture, et des artistes réinventent les symboles de la fierté continentale. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Attendre, c'est risquer de devenir un simple témoin. S'impliquer, c'est inscrire son nom dans la renaissance africaine. Chaque décision, individuelle ou collective, façonne le visage de demain.
C'est ainsi que les mouvements étudiants sud-africains des années 80 ont fait tomber l'apartheid, que la révolution numérique au Nigeria a donné naissance à une scène musicale mondiale, ou que les femmes rwandaises, en prenant part à la vie politique, ont transformé leur pays. Ce moment n'appartient pas aux seuls dirigeants. Il est à tous ceux qui refusent l'immobilisme et la dépendance, qui transforment la frustration en force créatrice. Les anciennes alliances ne suffisent plus aux rêves d'une jeunesse nombreuse, connectée, impatiente. À l'image des jeunes Sénégalais qui ont mené les mouvements Y en a marre, l'Afrique bouge, s'exprime, refuse la fatalité. Regarder ailleurs ou espérer des miracles venus d'ailleurs, c'est choisir la passivité. Mais agir, c'est affirmer que dignité, ambition et prospérité ne se mendient pas. Elles se bâtissent ensemble sur le sol africain. Il s'agit d'apprendre de l'expérience des autres, mais aussi d'oser innover. Par exemple, en lançant des incubateurs d'entreprises, des coopératives agricoles, en investissant dans les énergies renouvelables ou en créant des réseaux d'entraide locaux. Nous sommes la génération capable de rompre le cycle de l'attente. Le choix audacieux du Libéria vers le Burkina Faso n'est pas un hasard, c'est un signal. Il prouve que le réveil est réel, si nous osons l'embrasser sans crainte du changement. C'est à nous de tracer le sillon, d'expérimenter, de rassembler, de bâtir. Un choix s'impose, rester spectateur ou devenir bâtisseur d'une Afrique souveraine. Le monde observe, mais le véritable verdict s'écrira ici, par nos actes, non dans de lointaines chancelleries. Il s'écrira dans le quotidien, dans les écoles, les entreprises, les villages, les villes. Ne laissez pas passer cette occasion. En décidant d'agir, vous changez non seulement votre vie, mais celle de tout un continent. Soyez le témoin actif, l'acteur de cette renaissance, car l'avenir de l'Afrique s'écrit, aujourd'hui, par ceux qui osent rêver, et surtout par ceux qui osent construire.